Bonjour à tous, bienvenue sur le Sideline. On vient d'avoir une super belle discussion avec Anna Sanchez, une danseuse professionnelle. Donc, avec Anna, on a discuté de plein de choses entourant le milieu de la danse, le danse-études, etc. Mais il y a 2 messages clés qu'on retient de notre entrevue avec Anna. Premièrement, il faut suivre ses passions. Donc, on fait cet entraînement-là parce qu'on aime ça. C'est super important. Puis, deuxièmement, il faut savoir écouter son corps. Donc, quand il y a des petits bobos, des petites douleurs qui apparaissent, il ne faut pas laisser traîner ça. Donc, pour en apprendre plus, on vous invite à écouter cet épisode sur le Sideline. Bonne écoute! Allô, ici Lily Wynne, physiothérapeute. Et Dr. Marie Lénaud, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Bonjour Anna. Bonjour. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton expérience sur le Sideline. Merci de me recevoir ici. Donc Anna, toi tu es danseuse professionnelle, puis la première chose qu'on demande toujours à nos athlètes, dans le fond, c'est de nous parler un peu du parcours, de comment tu as commencé à danser, pourquoi tu as choisi ça, comment ça s'est passé dans tes premières années. J'ai commencé à danser Je suis rentrée en programme récréatif très jeune, comme la majorité des petites filles qui commencent la danse classique. Puis je suis rentrée au programme professionnel de l'école supérieure en 3e année primaire, donc à mes 8 ans. Et je suis restée jusqu'à la fin du cégep, donc jusqu'à mes 20 ans. Et j'ai fait tout le programme avec eux, primaire, secondaire. À l'école supérieure. Oui. Puis quand tu étais toute petite, là, parce que moi, j'ai une fille de 6 ans, par exemple, là, puis le ballet, c'est pas ce qui la stimule le plus, disons. Ouais. Mais toi, comme petite fille, est-ce que t'aimais vraiment ça, dans le fond? Oui, j'ai toujours aimé bouger, mais le ballet a une discipline aussi. Je pense que ça gardait une routine. C'est quelque chose qui m'a appelée d'avoir justement cette routine et de travailler pour un objectif en particulier, mais petite, je crois que c'était surtout mais est-ce que tu t'en souviens de tes cours quand tu étais plus petite? Je me souviens surtout de mes cours quand je suis rentrée au programme professionnel. Moins mes cours récréatifs, mais... Puis est-ce que c'est toi qui as décidé d'aller faire les auditions pour rentrer à l'école supérieure ou c'est tes parents? Non, en fait, c'est une professeure du programme professionnel qui passait à travers les classes du récréatif et qui m'a proposé de faire l'audition. Donc, je suis allée et j'ai fait le stage et je suis rentrée à l'école et ça a continué dans la même direction. Tu avais dit c'est en 3e année du primaire que tu avais commencé ça. Oui. Puis ça implique quoi être à l'école supérieure? C'est un programme danse-études, donc on fait la moitié de la journée à l'école académique et la moitié à l'école de ballet. Puis, c'est sûr, dans les petites classes, on n'a vraiment que ballet, des classes de caractère. On commence un peu plus vieux, classe de contemporain, éducation physique. Puis plus on augmente de niveau dans le programme, on a des classes académiques reliées à notre programme, nutrition, psychologie, histoire de la danse, histoire de l'art, donc qui sont quand même reliées à notre programme, mais données par l'école de ballet. OK. Puis est-ce que c'est très compétitif comme parcours, dans le sens, est-ce qu'à chaque année, on dit, OK, on coupe 3 personnes cette année ou pas vraiment? C'est rare qu'ils coupent des personnes des classes. C'est sûr que c'est un milieu compétitif parce que c'est un sport de performance, mais ça dépend... Je pense que ça dépend beaucoup des endroits où tu étudies et ça dépend aussi beaucoup des classes et des collègues avec qui tu travailles et des années. Donc oui, c'est sûr qu'il y a de la compétition, mais pas au point de couper la moitié de la classe à chaque année. OK. En tout cas, ici. OK.
Donc, le souci de performance, parce que on parle à des athlètes qui ont des visions ou des buts olympiques, par exemple. En danse, il n'y a pas d'olympique en danse. C'est quoi l'objectif ultime quand tu es dans un programme? Ben, il y a beaucoup d'objectifs et plus on travaille et plus on danse professionnellement, je crois, plus les objectifs changent. C'est sûr que plus jeune et à l'école, on vise tout le temps l'objectif de sortir de l'école et d'aller dans une compagnie professionnelle, une compagnie de répertoire ou de faire des contrats ici et là avec plusieurs chorégraphes ou compagnies. Donc, le but, ce serait de finir l'école, rentrer dans le monde professionnel directement. C'est là où, justement, le côté performance entre en jeu parce qu'il y a très peu de personnes qui arrivent directement. Mais, ouais, ce serait le but. Donc, c'est d'en faire une carrière, dans le fond. L'idée, c'est de pouvoir vivre de la danse. Oui. OK. Puis, on sait que c'est pas nécessairement, malgré que ça demande beaucoup, beaucoup de travail, que c'est un sport en soi, c'est pas comme... c'est pas reconnu comme les sports olympiques, par exemple. C'est plus difficile d'avoir une belle visibilité. On n'a pas autant... les danseurs étoiles, tout ça, sont pas tant dans les médias non plus. On en connaît quelques-uns, mais c'est plus difficile quand même. Oui, ben ça reste un milieu encore assez fermé. Enfin, le public de la danse est souvent un public qui connaît déjà la danse ou qui connaît les artistes. Donc, ça reste un milieu fermé parce que c'est aussi considéré comme un art et non un sport ou comme un sport artistique. Donc, ils ne rentrent pas dans les mêmes catégories, mais le milieu s'ouvre de plus en plus, surtout avec la danse contemporaine qui prend de plus en plus de place que le classique. Oui. Si on parle, encore une fois, de ton parcours comme étudiante, athlète, dans le fond, est-ce que tu as eu des embûches dans ton parcours? Est-ce qu'il y a des moments où tu étais découragée ou que c'était pas si le fun que ça, l'entraînement? Est-ce qu'il y a des moments comme ça qui te sont arrivés? C'est sûr qu'il y a des moments. Il y a toujours des moments plus durs que d'autres. J'ai toujours su que c'est ce que je voulais faire. Donc, même dans ces moments, c'est ce qui me passionnait. Donc, j'étais portée à continuer. Malgré tout. Malgré tout, oui. Après, embûche, de mon côté, c'est vraiment plus au niveau des blessures qu'à d'autres niveaux. Mais je crois qu'en rentrant dans ce programme ou en rentrant dans ce monde, on sait que ça va être difficile, on sait qu'il y aura beaucoup de travail, donc on sait qu'on va devoir passer à travers des choses, mais si tu es porté par ce que tu fais, je crois que c'est surmontable. Puis là, tu as parlé des blessures. C'est quel genre de blessures que tu as... Si c'est des blessures qui t'ont fait arrêter la danse pendant un certain temps ou... Ben, j'ai toujours... j'avais une blessure à la cheville. J'ai toujours appris à travailler avec parce que ça a quand même pris du temps avant avant qu'on le prenne en charge. Donc, j'ai commencé à travailler les pointes déjà en ayant cette douleur. Donc, j'ai toujours appris à travailler avec cette blessure. Donc, oui, j'ai arrêté à des moments ou d'autres. Ça m'a jamais fait arrêter une année complète, mais c'était d'apprendre à travailler avec et de ne pas ralentir mon processus à cause de ça. Qu'est-ce que tu faisais dans les périodes où tu étais arrêtée, en arrêt de danse, par exemple, après une chirurgie? Est-ce que tu avais des trucs, de choses à faire pendant ces temps-là pour comme garder la motivation? Moi, c'était de continuer le plus possible à travailler physiquement dans la mesure du possible. Donc, faire des exercices à côté ou travailler que les bras. J'allais quand même à chaque classe regarder, même si je dansais pas. Au moins, j'étais dans le studio, je voyais ce qui se faisait, je ratais pas
de cours non plus. Et observer, ça aide beaucoup et on apprend aussi beaucoup en observant. Mais après ma chirurgie, j'allais en classe, j'étais assise sur mon ballon, je faisais toute la classe avec que mes bras. Au moins, je faisais quelque chose qui restait dans le milieu. Donc moi, ça m'a aidé à rester motivée là-dedans aussi. Puis est-ce que tu faisais comme beaucoup de visualisation ou est-ce que tu as essayé de travailler plus sur le côté mental, justement, en ayant ce temps-là un peu plus pour toi? Oui, oui, la visualisation rentre beaucoup en jeu. Je pense dans tout le parcours, blessure ou non, mais oui, quand tu peux pas danser physiquement ou que je savais qu'un spectacle arrivait, mais que j'étais en douleur, donc il fallait peut-être que je ralentisse un peu avant le spectacle, de prendre ça plus relax niveau physiquement, mais de plus travailler le personnage ou l'interprétation ou penser vraiment au travail artistique plus que physique. C'était le moment de le faire. OK. Est-ce que tu... parce que un sujet tabou là, dans le milieu de la danse, c'est bien sûr tout ce qui est troubles alimentaires, puis tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup les sports qu'on appelle esthétique, là, où la forme du corps est comme important. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu dans ton parcours à l'école? Oui, je pense que ça en fait encore partie beaucoup du milieu de la danse, surtout classique. C'est beaucoup moins tabou qu'avant, donc on en parle beaucoup plus et tout le monde est beaucoup plus informé, ce qui aide beaucoup à diminuer, je crois, l'impact. Mais oui, c'est sûr que puisque c'est un sport qui est très relié à l'image corporelle et que on cherche souvent un physique particulier ou l'image de la ballerine classique, même si c'est pas volontairement énoncé ou dit que tu dois ressembler à la ballerine, c'est quand même tout le temps sous-entendu. Donc oui, les troubles alimentaires font quand même partie de ce milieu, mais on est de plus en plus au courant et je crois que ça diminue. Puis est-ce que vous avez comme... tu parlais que vous avez des cours de nutrition. Est-ce que les professeurs sont quand même très... ils vous supportent là-dedans? Est-ce qu'il y a encore la culture entre les étudiants comme de se regarder, de se comparer, tout ça? Est-ce que c'est très présent ou le fait d'en parler un petit peu plus, on dirait que c'est moins pire, cette pression-là? Oui, le fait d'en parler aide beaucoup. Et oui, il y a beaucoup de comparaisons tout le temps avec les gens avec qui on danse, mais je crois que ça aide aussi justement parce que si quelqu'un dans la classe, on voit qu'il tombe dans un cercle de troubles alimentaires, on le remarque assez rapidement et c'est quand même pris en charge très, très rapidement à l'école quand il y a un cas qui arrive. Donc, je pense que oui, d'en parler et justement d'observer aussi autour de soi, ça aide beaucoup, surtout quand on se voit tous les jours. On remarque assez facilement, mais... Oui. Ouais. Puis surtout, souvent, en danse, l'uniforme est quand même assez maillot collant. Révélateur. Oui, on remarque. C'est ça. Est-ce que nous, on a beaucoup de petits patients, patientes qui sont justement dans les programmes de danse, danse-études, etc. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Maintenant, toi, tu as fait tout ton programme d'études en danse. Tu es rendu professionnel. Est-ce qu'il y a quelque chose que, soit tu dis, moi, quand j'étais petite, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise ça? C'est une bonne question. Je crois c'est d'avoir patience envers soi-même et envers le processus de travail parce que c'est un travail tellement précis et avec des buts aussi très, très précis que c'est facile de se décourager ou de se dire que on est loin du but ou que le trajet est trop long. Mais d'avoir patience parce qu'avec justement avec ce travail et au fil des années et que même si nous-mêmes, on ne voit pas nécessairement l'amélioration, que en fait, chaque jour, chaque classe, c'est quand même une grosse amélioration
qui se passe physiquement, donc d'avoir patience envers soi-même. De plus Et regarder année après année comment Ouais. on progresse plutôt qu'au jour le jour. Ouais, c'est ça. C'est un bon conseil. Puis là, toi, tu dis que tu es danseuse professionnelle. Dans le fond, tu travailles pour une compagnie. Je travaille pas En pour ce une moment? compagnie. OK. Je travaille sous contrat OK. pour le moment, donc j'essaie de trouver des projets un peu partout. OK. Donc là, je travaille sur un spectacle en ce moment, par exemple. Puis une fois que ce programme, ce contrat sera terminé, ce sera de trouver autre OK. chose et de piger un peu partout. C'est comme un peu une agence, dans le fond, qui te trouve des contrats. J'ai pas d'agence, Non, non, OK. c'est vraiment nous on va OK. avec les gens qu'on connaît, OK. audition, juste de travailler avec le plus de gens possible. Pour te faire connaître. Ouais, Ouais. c'est ça. Et souvent, c'est même pas par des auditions qu'on l'a, mais juste de travailler avec ces personnes qui connaissent quand ils ont besoin de quelqu'un ou pour remplacer un danseur. Si tu es déjà présent, c'est ce qui aide beaucoup. Donc non, j'ai pas d'agence. Et est-ce que tu travailles juste... est-ce que tu fais juste des contrats à Montréal ou ça t'amène à aller un petit peu ailleurs aussi? Pour le moment, j'en ai fait qu'à Montréal. On espère programmer une tournée. OK. Quand tu dis « on », c'est... Ouais, c'est ça. Mais je veux dire sur le spectacle OK. avec lequel je travaille OK. en ce moment, qui va OK. être à la Place des Arts la semaine ouais? prochaine. Oh. C'est comment ça bientôt. s'appelle? C'est Past Rooms de OK. Andrew Skills. OK. Ouais, donc on travaille là-dessus, puis on va faire des shows un peu partout au Québec, mais on espère que Ouais. ça s'ouvre un peu plus. Fait que dans le fond, toi, tu as fait l'École supérieure de ballet du Québec. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es allé professionnel tout de suite avec des compagnies ou tu as fait un baccalauréat? Je sais qu'il y a des bacs qui existent en danse aussi, là. Ben, en fait, nous, on a le programme, on finit avec un deck en danse avec OK. le diplôme du cégep et le diplôme de l'école de danse. OK, c'est ça. La majorité des gens qui se rendent jusqu'à la fin du programme veulent rentrer sur le milieu du travail directement. OK. Donc, vont essayer de passer par des contrats ou des compagnies tout de Ouais. suite. Pour pas perdre de temps, parce que la carrière n'est pas hyper longue Mhm. non plus. Ouais. Mais il y en a beaucoup aussi qui font des diplômes ou des études complètement à côté sur d'autres... En même temps qu'ils ouais, font leur carrière d'autres niveaux. professionnelle. Ouais, hein. absolument. Puis justement, toi, est-ce que tu avais, dans ton parcours, est-ce que tu te planifiais toujours un genre de plan B ou est-ce que dans ta tête, il y avait juste la danse, puis comme s'il arrive quelque chose, on ajustera à ce moment-là ou... J'ai toujours su qu'il devait avoir un plan B parce que, ben oui, il y a beaucoup de risques. On ne sait pas à quel point on va réussir dans ce métier, les blessures. Il y a beaucoup de points à prendre en considération. Donc, on sait qu'il faut avoir un plan B et aussi, une fois que ta carrière en tant qu'interprète est terminée, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai jamais planifié exactement ce qu'allait être mon plan B. Je sais pas parce que si j'étais dans le déni ou... Mais je pense que la plupart des athlètes sont comme ça. Hein? Ouais, exact. C'est pas nécessairement quelque chose auquel tu veux penser. Puis tu dis, si je pense au plan B, ça veut dire que je suis pas tellement dans mon Ouais, sport. c'est ça. Donc, c'est un peu contre-intuitif de penser à ça. Mais déjà que tu te disais que ça t'en prendrait un, c'est bon. Là. Oui, mais c'est ça. Je pense qu'on est tous au courant qu'on va devoir éventuellement se trouver un plan, mais qu'on ne veut pas non plus trop rentrer dans le plan B tant qu'on n'a pas fait notre plan A. Mais oui, mais je pense que c'est de rester ouvert aussi à ce qui peut arriver parce qu'on ne sait vraiment pas où est-ce que ça va nous mener. Effectivement. Jamais. Mais quand même, la gestion du sport de haut niveau avec les études, tu dois développer quand même certaines aptitudes pour te rendre jusqu'au bout du programme, jusqu'au bout du deck. Est-ce que tu penses que ces aptitudes-là pourraient t'aider justement à faire des trucs plus tard après la danse, par exemple? Je crois que oui. Ben, c'est sûr que gérer tout ça en même temps, il faut beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation.
c'est beaucoup de travail, mais il y a aussi beaucoup un travail créatif en danse. Donc, ça dépend ce que tu vas chercher dans la danse et dans tes études. Ça dépend vraiment des gens, mais je crois le plus tu restes ouvert et le plus tu vas chercher un peu partout, le plus ça aide après pour faire quoi que ce soit. Et je crois il y a beaucoup de gens qui font le programme en danse aussi et qui veulent pas nécessairement en faire carrière à la fin, mais qui vont faire carrière en d'autres choses, mais qui gardent tout le temps ce qu'ils ont appris au programme et la danse en eux. Et je crois que ça aide beaucoup sur plusieurs points. Mais oui. Qu'est-ce que ce serait un bon plan B pour un danseur? Est-ce qu'il y en a un? Pour l'instant, non. Mais bon, je crois pas qu'il y ait des mauvais plans B, mais... Qu'est-ce que les gens font en général? Est-ce qu'ils deviennent professeurs? C'est ça dépend si tu veux rester dans le milieu de la danse ou changer complètement. Ceux qui restent dans le milieu de la danse vont souvent, oui, se tourner vers l'enseignement ou être répétiteur, donc travailler plus au niveau des pièces de répertoire, chorégraphie, maître de ballet. Ceux qui veulent plus rentrer dans le côté créatif vont peut-être aller en chorégraphie, donc créer leur propre pièce projet. Donc ça, ce serait vraiment pour ceux qui restent en danse. On a aussi beaucoup de danseurs qui vont un peu du côté physio, masso, ostéo après, parce que ça reste aussi quand même présent dans le domaine. Et on a des gens qui se reconvertissent complètement. Ah oui, qui font quelque chose complètement différent. Ouais, pour... qui ont comme eu leur vie en tant que danseur et qui font un truc complètement différent pour... passer à autre chose. Puis toi, ta connaissance, tu dis la carrière est jamais longue en danse. Environ à quel âge les gens prennent leur retraite professionnelle? Ça dépend vraiment du parcours de chaque danseur. Ça dépend aussi si tu es en compagnie classique ou contemporaine, hip-hop, urbaine, quel style de danse et quel nombre de répertoires et de spectacles et de tournées tu fais par année. Je sais pas, ça dépend vraiment. J'essaie de penser, mais ça dépend vraiment des parcours. Ouais. Puis il y a des gens aussi qui font quelques années, 5-10 ans en compagnie, puis pour eux c'est fini et qui pourraient continuer, mais ils ont fait leur chemin et c'est bon. Et d'autres qui veulent vraiment rester jusqu'à la fin. Donc ça dépend, mais comme on pense, on a beaucoup de danseurs à Montréal, Louis Le Cavalier, Margie Gillis, qui sont encore interprètes leur carrière, qui ont jamais arrêté de danser. Ouais. Puis tantôt, tu avais dit... excusez pour ma voix. Tantôt, tu avais dit, tu sais, pour avoir des contrats... Tu sais, on parle quand même... On vise quand même un public jeune. Fait que, tu sais, toi, en tant que danseuse professionnelle en ce moment, pour avoir une bonne visibilité, c'est quoi les conseils que tu peux donner à une adolescente qui veut faire ça de sa carrière, de déjà bâtir cette visibilité-là à son âge? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que... l'école, tu sais, juste avec les professeurs, je sais pas, des stages, quoi que ce soit. Oui, selon moi, je crois que ce serait de travailler avec le plus de gens possible. Ou, même si c'est pas travailler, de rester en relation avec le plus de gens possible, aller voir les spectacles, parler avec les danseurs des compagnies, faire des stages ailleurs que... dans son école. Oui, que c'est ça, ailleurs que dans l'école, pour rencontrer d'autres professeurs, mais aussi d'autres étudiants pour voir c'est quoi leur parcours à eux. Je crois que oui, travailler avec le plus de gens possible, c'est ce que moi, je crois qui est le plus important. Et rester en relation, même si c'est pas travailler avec eux, mais d'essayer de parler avec tout le monde et d'être toujours un peu là. Comme ça, s'ils ont besoin de quelqu'un, ils pensent... C'est ça, ouais, c'est ça. T'es déjà là. Ouais. Puis dans le parcours, là... je sais que l'objectif, c'est de faire la danse professionnelle, mais est-ce que le parcours classique est plus difficile que le parcours plus contemporain et autres danses, ou c'est à peu près la même chose? Je crois pas que le parcours en tant que tel est plus difficile. C'est deux techniques différentes
de danse. C'est deux écoles différentes, mais même la danse contemporaine vient beaucoup du classique. Enfin, c'est vraiment la danse classique qui a évolué en d'autres choses. Ouais. Donc, je pense que le parcours est... Mais est-ce que c'est plus difficile de rentrer dans une compagnie de ballet, par exemple? Ballet vraiment comme dans les grands ballets canadiens, par exemple? Ou c'est aussi difficile de rentrer dans une compagnie comme ça que de faire son parcours? Oui. Je crois que ça reste plus difficile de rentrer en compagnie classique si c'est vraiment une compagnie qui fait que du répertoire classique parce que, justement, il y a plus une image de ce que doit être le danseur ou la danseuse et ce qu'elle doit être aussi avec le groupe parce que la majorité des ballets, c'est un corps de ballet, donc c'est 30, 40, 50 danseurs qui sont en même temps sur scène. Donc oui, je crois que les critères sont plus importants en compagnie classique que contemporaine, mais en même temps, ça dépend aussi les compagnies contemporaines, s'ils font des nouvelles créations ou du répertoire de chorégraphes contemporains. Si c'est du répertoire, souvent, il y a aussi la même exigence. Ouais, image ou recherche d'un danseur en particulier. Je crois qu'avec la danse classique, c'est plus trouver un danseur qui va fitter avec sa compagnie ou ce que toi, tu recherches dans le groupe. Et en danse contemporaine, c'est plus trouver un danseur qui sort du lot. OK. Selon moi. OK. Intéressant. Mais quand un danseur qui rentre dans une compagnie classique, c'est comme si tu rentres dans le corps de ballet au début, mais après, j'imagine qu'il y a encore de la compétition pour essayer de monter les échelons jusqu'à première oui, normalement, danseuse. Tu rentres en tant qu'apprenti, apprenti ou junior, ça dépend des compagnies, puis tu passes à corps de ballet, demi-soliste, soliste, première soliste. Donc, c'est encore comme rentrer dans un cercle de stress. C'est ça, il y a toujours cette hiérarchie, mais il y a beaucoup de compagnies, moins classiques, mais beaucoup de compagnies contemporaines qui avaient quand même cette hiérarchie qui, maintenant, l'enlève et tu rentres en tant qu'interprète. OK. On t'utilise ce qu'on a besoin de... C'est ça. Okay. Mais c'est sûr que oui, les compagnies classiques ont encore ce... Est-ce que ça doit être hyper stressant, rentrer comme apprenti dans une compagnie? Là, tu dis que tu dois encore performer. Garder ta place. Oui, après, je suis pas rentrée dans une compagnie classique, donc j'ai pas eu cette expérience d'essayer de... Mais est-ce que tu as des amis qui étaient avec toi, par exemple, qui ont choisi ça, puis qui sont encore dans ce... Oui, j'ai plusieurs amis qui sont dans des compagnies de répertoire classique, oui, et qui passent souvent par une compagnie junior. Donc, c'est comme une compagnie d'apprentis qui travaille avec la compagnie principale. Et après une année ou deux, ils vont garder les danseurs qui pensent qu'ils peuvent rejoindre la compagnie principale. Donc, je pense que ça, c'est les années les plus... Peut-être les plus stressantes parce que tu es sorti de l'école, tu as un travail, mais en même temps... Tu sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Il faut rentrer dans la compagnie encore principale. Donc, mais ça dépend vraiment de toutes les compagnies, des directeurs et tout. Puis une fois dans la compagnie, ça a l'air de quoi? Un horaire type? Est-ce que c'est c'est vraiment à chaque jour que tu danses? C'est comme un travail à temps plein, dans le fond? Oui, normalement, tous les jours, ça dépend du nombre de spectacles que tu fais dans une certaine période. Si c'est une compagnie qui tourne beaucoup et qui font des représentations, des centaines de représentations par année, oui. Il y a d'autres compagnies qui vont avoir un mois avec 3-4 représentations, puis un mois avec moins de représentations où ils travaillent sur une création, donc c'est différent. Vraiment, selon le nombre de répertoires, de spectacles et de tournées. Mais oui, en général, quand tu rentres en compagnie, c'est quelques heures de danse au moins par jour. Là. Ouais. Okay. Normalement, une 10 à 5 ou 6 jours semaine. OK. Dans votre formation, là, nous, on s'intéresse beaucoup aux blessures un peu plus musculo-squelettiques, là, donc ce qui touche les os, les articulations.
Est-ce que vous avez une certaine formation en anatomie justement dans le parcours? Parce que vous utilisez tellement comme littéralement tous les muscles de votre corps dans des positions extrêmes, etc. Fait que c'est normal qu'il y a des blessures de surusage qui surviennent, mais est-ce que vous avez comme une certaine éducation sur les blessures qui peuvent arriver, sur les signes à reconnaître qui pourraient témoigner d'une blessure en installation? Ben, on a des cours d'anatomie qui arrivent quand on entre au cégep, ce qui est quand même tard dans le programme. Mais dans l'enseignement même de la danse, on nous explique souvent, tel mouvement, vous devez utiliser tel muscle et penser à tel mécanisme. Donc, oui, je crois juste le fait de danser tous les jours et de travailler avec notre corps tous les jours, on développe certaines connaissances par rapport aux problématiques musculo-squelettiques. Et on nous apprend aussi assez jeune à reconnaître une douleur de blessure ou une douleur juste de travail qui pourrait être une courbature ou mais qu'est-ce qui fait que toi, tu nous as dit tantôt que ta blessure à la cheville, ça avait traîné longtemps. Est-ce que c'est parce que tu faisais comme un peu de déni, tu voulais pas en parler, ou est-ce que tu avais l'impression que tu avais une pression autour de toi? Ben, ça a pris du temps avant qu'on sache vraiment c'était quoi. Donc, ça a traîné beaucoup dans le sens que on a travaillé beaucoup en physio, comme si c'était une inflammation, tendinite ou autre. Donc, je pense que ça a traîné un peu parce que ça n'a pas été pris en charge vraiment dès le début. Aussi parce que, oui, je voulais pas m'arrêter de danser. Donc, je continuais à danser par-dessus. Malgré la douleur. Oui. Est-ce que tu as l'impression que tu performais moins bien à cause de ça ou tu arrivais à pallier à cette douleur-là? Oui, c'est sûr. Ben moi, c'était surtout au niveau des pointes. Et c'est dès que j'ai commencé, en fait. Donc, dès qu'on a appris à monter sur pointe, j'avais déjà une limitation. Donc, j'ai appris à monter sur pointe avec cette douleur et cette limitation. Donc, quand on est arrivé au moment où, je l'avais plus, j'ai comme dû réapprendre. Ah ouais. Réapprendre à monter sur pointe parce que j'avais toujours utilisé ma cheville avec... De la mauvaise façon. Oui, c'est ça. Donc oui, je pense que ça ralentit un peu. Mais le fait aussi de toujours être là et de travailler avec aussi, ça m'a permis de développer d'autres choses. OK. Comme quoi? De travailler, pour moins de travailler ma cheville ou moins rentrer dans la douleur, c'était de trouver des façons de travailler pour moins la mettre en charge ou moins rentrer dessus. Donc, je veux pas dire tricher parce que c'est pas tricher, mais c'est juste trouver d'autres façons de... c'est tricher un peu, je dirais. Ouais. Tricher. OK. Tricher un peu pour pas que ça me ralentisse dans quoi que ce soit. Puis, c'est aussi, je pense que j'ai cette capacité maintenant d'adapter mon mouvement comme moi, ça rentre dans mon corps et pas juste comme la personne qui l'a créé l'a fait pour son corps à lui ou elle. Donc, je crois que ça me rend plus facilement ouverte et je peux m'adapter plus rapidement que, je crois, quelqu'un qui n'a jamais eu à changer un peu sa façon de travailler pour trouver... Peut-être le fait d'être capable de faire ça aussi, ça fait en sorte que maintenant, tu es plus à l'écoute de ton corps, puis peut-être ça peut prévenir aussi des blessures. Tu sais, si dans une chorégraphie, tu as un mouvement à répéter 150 fois la même journée, mais si tu le fais de la façon que ton corps te permet de faire, il y a moins de chances que tu te blesses. Oui, c'est ça, c'est sûr. Je crois que j'ai plus de conscience aussi maintenant de ce que je dois faire ou non pour éviter
de retomber dans une blessure ou pour... si justement j'ai une douleur, comment faire pour la gérer après les cours ou pendant les cours. Oui. Puis là, avec la maturité que tu as gagnée, si tu avais recommencé ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différentes? Je crois que j'aurais essayé justement d'écouter mon corps plus rapidement dans mon parcours et aussi de rester ouverte à la possibilité de faire plusieurs chemins, de ne pas suivre tout le temps la même... OK. De t'ouvrir d'autres portes. Hein? Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est tout le temps très focusé sur un seul but et qu'on voit une seule façon d'y arriver. Et de plus en plus maintenant, je vais chercher un peu partout et ça ouvre vraiment plusieurs portes. Et je crois que si j'étais sortie de ce chemin tracé plus tôt, ça aurait fait que aider. Fait que diversifier un petit peu tes chemins, tes choix, puis écouter ton corps. Ouais. Super intéressant. Oui, moi, j'ai appris plein de choses. Mais moi aussi, parce que la danse, c'est vraiment loin de ce que je connais. Là. C'est vraiment... c'est comme le patinage artistique. J'ai pas vraiment longtemps de patinage artistique. J'ai bien vite dans le sport collectif. Mais je pense que un des messages clés, là, en tout cas, moi, je retiens, là, c'est même si on a beaucoup de pression de nos pères, de nos professeurs, de nos parents, si on a un inconfort, une douleur qui persiste, peut-être l'écouter un peu plus, en parler plus rapidement, parce qu'on sait que plus on prend en charge vite, plus ça disparaît vite. Donc, c'est peut-être quelque chose, souvent les athlètes apprennent ça à la dure, si on veut, parce que faut l'avoir vécu pour pouvoir voir en arrière puis se dire, wow, si j'avais écouté un peu plus mon corps. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'une fois que tu as compris ça, qu'il faut écouter son corps, c'est parce que tu as déjà... Tu l'as déjà vécu. Tu as déjà passé à travers. Tu n'as déjà pas écouté ton corps pendant des années. Et il faudrait trouver une façon de le faire plus tôt. C'est en ayant des témoignages comme toi que peut-être on va en sauver quelques-uns. Oui, puis je pense qu'en enseignant maintenant aussi, moi, personnellement, c'est ce que j'essaye de transmettre. Puisque je suis passée à travers, mais Super, mais Anna, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais dire à nos jeunes personnes qui écoutent le podcast ou à leurs parents en lien avec la danse, l'entraînement, la danse-études? Ça peut paraître cliché comme ça, mais de suivre sa passion, si c'est vraiment ce que t'aimes, de continuer. Mais dans l'autre sens, de pas continuer non plus parce qu'on te dit de le faire et de pousser si c'est pas pour toi et si c'est ce que t'aimes mais que c'est pas pour toi, de trouver d'autres façons de faire ce qui te fait plaisir. Parfait, mais c'est un super bon message d'aimer ce qu'on fait. Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup, Anna, d'être venue nous voir sur le Sideline.